Les grands enjeux pour moi en Afrique sont la redéfinition du modèle de développement du continent afin qu'il soit beaucoup plus inclusif et distributif. Alors c'est vrai que le continent affiche l'un des plus forts taux de croissance, de l'ordre de 6% avant le Covid, aujourd'hui de 2%, mais malheureusement cette croissance n'est pas assez inclusive dans le sens où, premièrement, elle n'associe pas la jeunesse, qui est la principale force du continent, à cet effort productif et économique. Aujourd'hui, on se rend compte que notre jeunesse quitte les frontières du continent pour aller trouver un bonheur qu'elle espère meilleur au péril de sa vie. Je pense qu'aujourd'hui, nous devrons faire en sorte que les talents de cette jeunesse, qui est très entreprenante, puissent participer à l'effort donc constructif du continent. Ce qui m'amène à la deuxième zone d'inclusivité, qui est pour moi quelque part celle de faire participer en fait les PME et le tissu productif à cette croissance économique pérenne et de long terme. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on se rend compte aujourd'hui que 70% du secteur privé africain est constitué de PME et parfois des startups, des jeunes pousses qui ne sont pas du tout institutionnalisées, et que dans ces PME, la majeure partie sont aussi dans l'informel. Aujourd'hui, la croissance que nous voyons en Afrique est avant tout portée par les infrastructures et les grandes entreprises. Il est temps de trouver des modèles de développement et de financement qui permettraient en fait de faire participer donc ce tissu productif qui est granulaire et informel pour le remettre en fait dans le chemin de croissance économique pérenne et de long terme. La troisième source d'inclusivité, ou en tout cas le levier d'inclusivité pour la croissance économique du continent, est pour moi le rôle de la femme, puisque nous sommes dans des sociétés qui sont fortement de tradition matriarcale, mais aujourd'hui, les femmes ne se retrouvent pas dans cette croissance. Pour autant, elles sont en train de s'organiser, elles sont aussi très entreprenantes, elles ont aussi des activités et des actions qui participent et qui contribuent au nouveau narratif africain. Donc il est temps de pouvoir aussi trouver des modes d'accompagnement et de financement qui permettraient de les inclure. À ces trois leviers d'inclusivité, j'ajouterai en fait une donne environnementale qui est très importante, puisqu'aujourd'hui notre forte croissance économique se fait au détriment du respect de l'environnement. Donc il est important que nous ayons une croissance plus verte et que nos gouvernements intègrent aussi cette composante environnementale dans les définitions des chemins, en tout cas des modèles de développement. Et enfin, ce serait qu'elle soit plus redistributive quelque part, dans le sens où il faut que les richesses qui soient créées justement par le tissu productif, par le secteur privé, soient redistribuées aux couches de la population les moins favorisées. Donc, pour conclure, l'enjeu pour moi du développement du continent, c'est faire en sorte qu'on ait une croissance plus inclusive, donc inclure le secteur privé, le tissu productif, les PME, les femmes, plus verte et respectueuse de son environnement et plus redistributive, donc redistribuer la richesse ainsi créée afin qu'elle soit purement et à 100% véritablement inclusive. Et ils sont de plusieurs ordres. Alors je dirais le premier obstacle, le premier frein, c'est le manque de ressources à long terme pour le financement de cette croissance. Aujourd'hui, une PME africaine, malheureusement, n'a d'autre choix que de recourir à la dette pour financer sa croissance. L'on connaît les services financiers africains. Ils sont composés de banques de certaines tailles qui ont une aversion au risque pour de la PME. Donc aujourd'hui, seules les grosses entreprises ne peuvent se faire financer que par le concours bancaire. Malheureusement ou heureusement, lorsqu'on est une PME, on a besoin de capital et pas forcément de pénaliser en fait les capacités de production sur un remboursement d'un financement à long terme qui parfois coûte cher. Donc cette absence d'outils adaptés aux besoins des sociétés africaines et donc des PME est le principal obstacle. Le deuxième obstacle, c'est que finalement le continent dans ses sources de financement dépend beaucoup de l'étranger. En tout cas de l'international, ce qui était une très bonne chose parce que pendant très longtemps, le continent africain, en tout cas, et là je vais partir dans des généralités que je déteste parce que c'est vrai que l'Afrique c'est 54 pays et que chacun de ces pays a ses vitesses et ses dynamiques particulières, mais bon, nous pouvons dire que grosso modo et d'une manière générale, le continent a longtemps souffert de ne pas avoir des ressources financières internes pour financer cette croissance. Et donc il s'est reposé pendant très longtemps sur des sources de financement qui venaient de bailleurs de fonds, d'institutions financières de développement par exemple, et d'annulation de concours de dette. Aujourd'hui,
la forte croissance économique du continent et le fait que d'autres pays émergents ralentissent a permis en fait d'attirer d'autres formes de capitaux que des sources de financement classiques. C'est un premier développement. Maintenant, il faut transformer l'essai et faire en sorte que les ressources endogènes, donc la liquidité présente sur le continent, soient elles aussi transformées pour participer au financement à long terme de cette croissance. L'on aurait ainsi donc deux sources de financement, toujours des financements externes, internationaux, et qui, elles, seraient intégrées sur une dynamique de rentabilité, puisque investir sur le continent, c'est rentable, mais aussi des sources de financement internes et qui permettraient de pallier aux retraits brutaux de ces ressources lorsqu'on est sur des chocs exogènes économiques tels que c'est le cas aujourd'hui avec le Covid. Donc, j'aimerais toutefois aussi insister sur la résilience quand même du continent, puisque en dépit du fait qu'il n'y ait pas de source de financement à long terme, ce qu'on observe, c'est des sauts technologiques et le continent qui s'organise pour pallier ses ressources de financement à long terme et financer de manière endogène son propre développement. C'est le cas par exemple du succès du mobile banking que l'on voit dans des pays comme le Kenya, le Rwanda, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, où ce sont des individus donc qui, parce qu'il y a des problèmes d'accessibilité en fait de certains villages ou de certains pays, s'organisent pour envoyer de l'argent à travers le mobile. On le voit aussi par exemple par le phénomène des tontines, où les femmes que je mentionnais plus tôt tantôt s'organisent en coopérative et en collectivité pour financer en fait leurs propres besoins là où la commande publique fait défaut. Donc effectivement, les principaux obstacles, absence de financement à long terme. Toutefois, le continent, de par sa résilience, s'organise pour accompagner à sa mesure sa croissance et son développement. C'est la raison pour laquelle il est temps que d'autres types d'acteurs se positionnent en complémentarité de ces solutions de financement locales et s'inscrivent dans une dynamique de croissance et de financement à long terme du continent africain. Je suis heureuse d'avoir pu passer ces 4 dernières années sur le continent en Côte d'Ivoire parce que c'est là, de cette base-là, que j'ai pu justement aller au Ghana, au Sénégal, au Kenya, en Tanzanie, enfin que j'ai pu parcourir finalement le continent africain et que je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs solutions qui pouvaient être mises en place et qui étaient déjà mises en place. Par exemple, le fort essor du capital investissement, qui est aujourd'hui l'une des principales sources de financement de la croissance du secteur privé africain. On observe aussi dans ce capital investissement qui était avant très centré sur les grosses sociétés, l'émergence de fonds qui sont de plus en plus dédiés et centrés sur de la PME et de la start-up, ce qui est une innovation financière pour le continent. On observe aussi des acteurs qui se positionnent sur l'accompagnement, le renforcement de capacités de l'entrepreneuriat féminin africain, ce qui est clé pour moi et ce qui est une manière aussi de pouvoir montrer du doigt cette innovation, cette résilience et cette renaissance quelque part du continent africain. Et puis l'on observe aussi l'organisation de ce que je décrivais tantôt, à savoir des investisseurs institutionnels qui font le pari d'investir les liquidités dans le tissu productif africain. Donc ces solutions, elles existent. Maintenant, l'enjeu est de pouvoir aller vers plus de sophistication, faire en sorte que les services financiers africains continuent leur mutation en s'organisant de la manière que je viens de décrire, mais aussi qu'ils accompagnent l'africanisation de la détention du capital, qui pour moi est le principal levier de croissance économique pérenne. Pourquoi ? Parce que nous ne pourrons nous positionner, ou en tout cas avoir la satisfaction et l'assurance que cette croissance est pérenne et soutenable si, et seulement si, les capitaines d'industrie de nos économies sont africains, sont institutionnalisés, ont dans leur capital des structures qui permettent donc cette institutionnalisation, le respect de la gouvernance à des meilleurs standards internationaux et donc la prévision d'une croissance organisée, planifiée sur le long terme. En somme, il est temps que de plus en plus d'acteurs du capital investissement, de l'investissement privé s'africanisent pour accompagner cette croissance économique pérenne du continent. Je me
définis comme une personne résolument engagée pour le développement à long terme et soutenable surtout du continent. J'ai commencé ma carrière en banque d'affaires à Londres et très rapidement je me suis rendu compte que ce qui était important pour moi c'était de donner un sens à mes actions professionnelles et surtout d'impacter l'environnement dans lequel j'évolue et dans lequel je vis. Je suis de nature, en tout cas je suis d'origine ivoirienne, donc africaine, et donc le plus important pour moi dans cette carrière professionnelle était de donner un sens à impacter, comment je pouvais impacter en fait le continent. J'ai donc très rapidement rejoint Proparco, donc filiale de l'Agence française de développement, et ce qui est marqué en fait le début de mon aventure financière africaine. Et donc depuis ce moment, chacune de mes actions est orientée vers l'accompagnement des entrepreneurs, du secteur privé, et également des services financiers pour contribuer et participer à ce nouveau narratif que l'on voit aujourd'hui et qui est porté par cette jeunesse qui est talentueuse, entreprenante, ambitieuse, mais qui aussi évolue entre deux rives, c'est-à-dire entre l'Afrique et l'Europe. Donc après Proparco, j'ai rejoint Amétis, qui est un fonds de capital investissement dédié au secteur, au continent africain, et je me suis occupée de la stratégie sur le secteur financier, ce qui m'a permis de rajouter encore une autre expertise qui était celle bien sûr du capital investissement. Et aujourd'hui, après 8 ans chez Amétis et plus de 10 ans passés dans l'investissement privé, je décide d'aller vers une autre forme d'investissement, encore une fois sur le continent, mais tout aussi impactante. Donc, je suis en train de réfléchir à des nouvelles formes donc, de financement et d'accompagnement des startups avec une forte composante industrie créative. Le modèle auquel je pense aujourd'hui est celui de la venture philanthropie. Pourquoi ? Parce que, comme je l'ai dit tantôt, il est très important de pouvoir donner aux sociétés, en tout cas aux startups africaines, du capital long terme, du capital patient, donc puiser dans des sources de financement qui seraient quelque part philanthropiques, puisque ce sont les plus patientes en termes de sources de financement. En revanche, avec un leitmotiv très fort qui est celui que l'Afrique n'a pas besoin de charité. Donc c'est pour ça que je rajoute la dynamique venture. Ce serait donc de transformer quelque part l'action philanthropique pour l'amener vers plus de VC, venture capital, capital risque. Une nouvelle forme quelque part de philanthropie basée sur le capital risque pour soutenir les industries créatives, les startups, les entrepreneurs créatifs surtout, et participer donc à l'éclosion, à l'émergence de marques construites sur le continent made in africain et qui rayonneraient à l'international. Pour moi, les institutions comme l'AFD et Proparco ont un rôle critique à jouer dans cette nouvelle donne du développement économique du continent. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'en tant qu'ancienne de l'AFD, je souhaite souligner ce rôle important qui a été joué de par le passé, et puis surtout parce qu'il faut du capital patient et il faut surtout une connaissance du terrain et des particularités et des spécificités du développement économique du continent pour pouvoir faire ce pari. Aujourd'hui, l'on observe ces mutations et le besoin d'une société africaine aujourd'hui n'était pas le même qu'il y a 10 ans. L'AFD, de par sa présence terrain, et aussi Proparco, l'AFD et Proparco ont deux approches qui sont purement complémentaires, c'est-à-dire jouer sur le secteur privé et jouer sur le secteur public pour accompagner donc cette croissance économique pérenne. Toutefois, lorsque l'on parle d'industrie créative, l'on touche à une autre composante qui se situe au milieu. Les entrepreneurs créatifs ne sont pas encore des entrepreneurs aussi sophistiqués que pourraient accompagner des sociétés comme Proparco ou des fonds d'investissement. Pour autant, ils ont un vrai potentiel de croissance et leur activité s'accompagne du nouveau récit, en tout cas de l'écriture du nouveau narratif africain. Et donc, il est important que l'AFD, de par son rôle dans la préservation du patrimoine culturel africain, puisse trouver sa place. Donc pour moi, l'enjeu de ces nouvelles formes de financement et ces nouvelles formes d'investissement, ces nouvelles formes d'accompagnement de la croissance africaine devront reposer sur des sources de financement et donc des investisseurs qui connaissent le continent africain, qui intègrent le fait que la relation à la rentabilité
doit être différente lorsque l'on touche à des segments du tissu productif qui sont moins institutionnalisés, moins sophistiqués, donc de nature plus fragile, je ne dis pas vulnérable, mais fragile, qu'il faut donc accompagner de la manière la plus patiente et avec les meilleurs outils. Ces outils sont des outils en termes de renforcement de capacité. Il est important d'accompagner ces entrepreneurs créatifs dans leur capacité à pouvoir se transformer en société, à pouvoir accompagner leur production, à pouvoir accompagner leur créativité, mais avant tout et surtout mettre en place des réseaux de production et de distribution pour faire en sorte qu'ils puissent éclore à l'échelle internationale, parce que c'est de ça dont il s'agit. Lorsqu'on parle de nouveau narratif, c'est aussi montrer que l'Afrique peut produire par elle-même, consommer pour elle-même, mais aussi faire partie des principales forces de créativité à l'échelle internationale. En termes d'ouvrage, celui qui m'inspire le plus est un ouvrage qui s'appelle The Edge, de Laura Wang, qui est une professeure en fait, que j'avais rencontrée lorsque je faisais mes études à Harvard, et qui est basée sur le postulat suivant. Nous devons tous et tout le temps transformer l'adversité en opportunité. Et pour ça, il est primordial de trouver ce qu'on appelle notre edge, à savoir notre avantage compétitif, la chose que nous avons bâtie de par nos expériences, nos origines, notre culture, quelque chose qui est propre et unique à nous, et qui nous permet d'exceller et de grandir et de développer des choses qui sont à la mesure de notre potentiel. En fait, parce que nous sommes tous à la mesure d'un potentiel et il nous appartient de le définir.